à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Alors, pour la préparation de cet épisode, j'ai bien sûr fait quelques recherches et j'avoue, j'ai été un peu surpris. J'avais l'impression qu'il y avait une même personne qui avait ce nom-là parce qu'on est dans des activités de location de voitures pour les particuliers, pour les professionnels. On est dans l'expertise comptable, on est dans la finance. Je me suis dit, mais c'est quoi cet entrepreneur qui est sur tous ces fronts-là? On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benjamin Vine. Il va nous parler de tout ça. Nul doute que l'épisode sera très riche. Benjamin, comment il est? Mais écoute, ça va très très bien, merci. En pleine forme et content d'avoir vous en tant que nouvel interlocuteur, voilà des nouvelles personnes et des nouvelles personnalités avec qui on va pouvoir échanger aujourd'hui. Donc je suis super content. Nous aussi, on est super content de t'avoir, surtout que tu as un agenda très, très chargé. Dans la préparation là, de cet épisode, des fois tu nous répondais, tu étais à La Réunion, des fois tu étais à Maurice, entre deux rendez-vous. Donc on sent l'entrepreneur très, très, très occupé, très chargé. Je suis bien sûr accompagné de mon fidèle acolyte Clément Quadneuf. Eh ben ça va, hein, ça va, hein. Hâte aussi de rentrer dans le cœur de cet épisode. J'ai l'impression qu'on va être beaucoup à La Réunion, mais beaucoup sur finalement la Réunion à travers le monde. Moi, j'aime bien aussi cet état d'esprit de dire peuvent venir des Outre-mer, venir de La Réunion et avoir un impact partout dans le monde. Donc ça, c'est chouette. On avait juste avant toi, Benjamin, Nicolas, le fondateur de Réunionnais du Monde, qu'on a interviewé dans un épisode de podcast et ça nous a beaucoup inspiré et je pense qu'on va reparler de tous ces sujets avec toi. Donc, hâte d'y aller, hâte de commencer. Avec plaisir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Je pense, bon, à La Réunion, Vine Location est très, très connu, mais on connaît moins peut-être Benjamin. Et dans notre podcast, on a une tradition pour connaître un entrepreneur. On se dit que ça passe par trois questions. Donc, le portrait créole. Pour la petite histoire, pour préparer l'épisode, on envoie toujours en amont les questions. Et en 33 épisodes, je pense que tu es le seul qui nous a répondu par écrit avant l'épisode et avec un peu un justificatif de tout ça. Et moi, je me suis dit, waouh, non, mais trop fort, trop, trop fort. Donc, es-tu prêt pour partager toutes ces belles réflexions avec nos auditeurs? Ben oui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai l'écrit en face de moi? Parce que vous vous doutez bien que quand j'ai répondu, il était tard, peut-être dans un état second, mais Allez, on va on essayer verra, d'être le plus authentique possible. Allons-y. on verra sur le coup ce qui ressort. Alors, pour ton portrait créole, donc déjà, si tu étais un plat, tu serais lequel et pourquoi? Alors ça, je me rappelle parce que je le pense encore aujourd'hui. Moi, j'ai dit que je serais un bol renversé. Et pourquoi un bol renversé? C'est parce que, vous savez, le bol renversé, c'est toujours un plat qui reste traditionnel. Peut-être pas forcément de chez nous. Forcément, il y a une influence d'ailleurs. Pourquoi j'ai pris cette allégorie-là, c'est parce que c'est comme un bâtiment. C'est méthodique, c'est ordonné. Mais à la fois, quand on enlève le bol, c'est là où ça surprend, c'est l'originalité, c'est un peu le plat qu'on n'attend pas. C'est le plat qu'on va chercher et à chaque fois on a la surprise. Et moi, je te dis pas c'est ce que je suis, mais en tout cas c'est ce que j'aimerais être, ce que j'aimerais représenter, une partie ordonnée mais décalée. Tu vois, une partie traditionnelle et originale. À partir du moment où on dédie sa vie à devenir un petit peu un oiseau de couleur comme ça, ça donne envie. Ok, un joli petit bol renversé en plat. Maintenant, si t'étais un lieu, alors je sais pas si tu te rappelles le lieu que tu nous avais partagé ou pas. Oui, si, si. En fait, j'hésitais entre deux, pour vous dire, Ouais, j'hésitais entre immeuble 4J pour sa bizarrerie, mais à la fois son aspect de grandeur. Et finalement, je suis parti sur un quelque chose qui me tient à cœur, parce que je m'y reconnais un peu dans cette chose-là. C'est un lieu, mais c'est plutôt un bâtiment. Bien sûr, j'aurais pu prendre des paysages, mais j'ai pris l'aéroport de Pierrefonds. Et pourquoi je l'ai pris? C'est parce que je suis très, très, très bon
branché international. J'adore ça. J'ai d'ailleurs vécu et travaillé à l'étranger. Et en fait, Pierrefonds, ça a un petit peu représenté cette possibilité, je pense, de La Réunion ou du sud de La Réunion par rapport à l'international. Ça a l'air petit, ça a l'air trop petit, ça a pas l'air prêt, mais au final, le potentiel est là. Et ouais, je pense que si j'étais un lieu, je serais encore un petit peu comme ça, comme un petit aéroport qui a envie de grandir. C'est la première fois qu'on nous donne un lieu justement au sens d'un bâtiment, d'un usage. On était plutôt jusqu'à maintenant sur des places, des paysages ou des régions. Donc là, tu marques déjà beaucoup de points là en termes d'innovation. Je sais que c'est un mot qui te tient à cœur. Et ben là, tu es en plein dedans. Donc on a ton plat, on a ton lieu. Maintenant, une musique, donc soit un style de musique ou un titre. Oui, ben, il y a une musique qui m'inspire beaucoup, c'est les musiques de Jacqueline Farérol. C'est une personne, même si elle était impliquée en politique, elle avait quand même une grande notion de créolité. Et c'est un terme, la créolité, qui va, à mon avis, dans tous les DOM. Ça va sur toutes les îles de France, sauf la Corse, mais ça passe quand même. Bien sûr, ben, la musique Mon Île, elle est très, très, très chaleureuse et elle peut s'écouter de différentes interprétations. Après, sinon, bah, un peu orienté nouvelle génération et bah, étant Saint-Pierrois et à côté du sac qu'il faut, j'ai les nouvelles influences. J'ai écouté Horus, par exemple, qui bombarde beaucoup, que j'aime bien. Et après, si je veux me retrancher dans mes classiques, bah, je prendrais un Rack Partout de Kaf Malbar. Voilà, je me suis permis de donner trois sons différents, mais c'est pour vraiment montrer la palette de couleurs que j'aime bien explorer. Ouais, ben on voit qu'avec un bol renversé, on est sur plusieurs ingrédients un peu éparses, mais qui arrivent à former un tout compact et qui a bon goût. Là, tu nous donnes du Caf Malbar et Jacqueline Farérol dans la même phrase. Bon, ça passe, hein, ça passe. Ça passe. C'est innovant. Ouais. Après, je ne sais pas si votre but, c'est de faire un jeu comme dans ma valise. J'ai un avion qui décolle de Pierrefonds en mangeant un bol renversé en écoutant du Caf Malbar. Franchement, celui qui arrive à faire ça dans sa vie, le gars est bon, hein. Ce sera, ce sera le défi de notre, je sais pas, du 100e épisode, peut-être, de reprendre tout ce que les entrepreneurs ont dit et faire quelque chose comme ça. Bon. On a l'habitude aussi à la fin des choix musicaux que Clément nous fasse, tu vois, une petite analyse des choix, de ce qu'il en pense. Et là, je pense qu'il est un peu embêté quand même. Donc, bon, on va voir ce qu'il a à dire, mais rebondir là-dessus, c'est complexe. Qu'est-ce que t'en dis, Clément? Bonne chance. Moi, ce que ça m'inspire, c'est, tu vois, finalement, on voit que tu as des bases fortes de La Réunion parce que finalement, c'est une évolution, on va dire, générationnelle. Tu vois, mon île, Jacqueline Farérol, mais on reste un peu sur des choses très ancrées à La Réunion, en même temps tournées vers le monde. Donc, en fait, ça ne me surprend pas tellement, mais à 100% d'accord avec ces choix-là. Moi, Caf Malbar, pour moi, c'est le Bob Marley de la Réunion, tu vois. J'exagère même pas quand je Ouais, le dis, je le pense sincèrement. Je trouve que, tu vois, on a tu vois, tous les ingrédients pour faire ce qu'un Bob Marley a fait. Alors bon, le reste appartiendra à l'histoire, mais en tout cas, ouais, carrément aligné sur ces choix musicaux, Benjamin. Donc, merci pour le partage et merci pour ce portrait créole. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite un peu dans ton parcours, dans ton aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu peux commencer par te présenter dans les grandes lignes pour les gens qui te connaissent pas et aussi nous dire c'est quoi les grandes étapes, toi, de ton parcours qui t'a emmené jusqu'à l'entrepreneuriat? ouais, bien sûr. Ben, je suis en quelque sorte un gars à la course, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de La Réunion, mais pas tout à fait exactement. Je suis né à Lyon, en métropole, et je suis arrivé tout petit à La Réunion. Et c'est là où d'ailleurs mes parents étaient venus. Mon père était ancien flic à La Réunion. Euh, et en fait, a habité à Lyon, a rencontré ma mère et est revenu s'installer à La Réunion. Et c'est là où ils ont monté une agence de location de voitures, donc qui est connue, assez connue aujourd'hui, qui s'appelle Vine Location. Et donc, ben, moi, je suis arrivé dans ce milieu-là, enfant de néo-entrepreneur. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que quand on a 7 ans ou 8 ans, on découvre l'entrepreneuriat au travers des yeux de ses parents et au final de ses grands frères hein, qui se font embarquer dans l'histoire pour laver des voitures, faire des contrats le week-end et à pas d'heure. Et donc, bah, j'ai été, je dirais, entrepreneur spectateur.
parce que je l'ai vu et je l'ai vécu. Plus tard, quand j'ai grandi et quand bien sûr je suis resté à La Réunion, arrivé le moment de faire des études et mon père m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai dit ben je veux faire des études pour être chef d'entreprise. Il a explosé de rire, il a dit mais ça n'existe pas des études pour être chef d'entreprise, c'est des conneries. Je lui ai dit bah c'est bien drôle de me parler comme ça mais à l'âge de 16 ou 17 ans on sait pas. Alors, c'est quoi les études, à ton avis, pour être chef d'entreprise? Il m'a répondu, c'est les études du conseiller du chef d'entreprise. Donc j'ai rétorqué en lui demandant c'était qui, et il m'a répondu, c'est mon expert comptable. Donc je me suis lancé corps et âme dans des études, je vous cache pas, pas passionnantes, mais c'est des études longues pour être expert comptable, il faut compter 10 ans après le bac, à minima. Donc il y en a qui l'ont plutôt sur l'âge des 35 ans. Moi, en l'occurrence, j'ai eu mon diplôme à 27 ou 28 ans, en fonction de quand on prend. Et c'était une vraie construction de base de données, de boîte à outils. Vraiment, j'ai créé mon disque dur pendant ces 10 années. Et j'insiste sur le mot dur parce que c'est pas simple de prendre une matière comme ça qui est peu digeste quand on veut de la couleur, on veut faire du marketing, on veut faire des écoles de commerce. Et par contre, ça, c'est quelque chose qui m'a servi toute ma vie. Et pour finir un peu sur ce portrait, ben, c'est également cette boîte à outils qui m'a permis de m'expatrier et d'aller à l'international où je gérais des tâches financières à Hong Kong. Et je suis allé en fait avec ce groupe-là dans une dizaine de pays dans le monde. Et également, bah, c'est ce qui m'a permis de me réimpatrier à La Réunion pour au final refaire de l'international en partance de La Réunion. Donc le parcours a été assez costaud. J'aime travailler avec les gens aussi, j'aime travailler entouré. Et bah, voilà ce portrait un petit peu atypique, orienté sur la finance et l'entrepreneuriat, mélangé en plus à la Réunion et à l'international. Bon, bah, ça peut faire un gars totalement loufoque passer un certain temps, mais ça fait aussi bah, un profil professionnel et entrepreneurial où je suis assez content de le défendre. Merci pour ces éléments, Benjamin. Moi, j'aime bien avoir un peu des dates ou des repères temporels. Du coup, là, dans ce que tu nous dis, tu vois les études, on est à quelle époque à peu près, et puis peut-être quelques éléments, tu vois, sur cette expérience internationale. Tu nous as dit que tu as pu bouger dans différents pays, peut-être un petit peu plus d'éléments là-dessus. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, de mon côté, diplômé du bac en 2010, pour être expert comptable, c'est un cycle licence, master, et puis je mets des guillemets équivalent doctorat. Donc j'ai été jusqu'à Saint-Denis, toujours à La Réunion, jusqu'en 2013, pour passer un diplôme de compta et de gestion qui donnait des notions générales, mais malheureusement insuffisantes quand on veut aller sur des sujets de grosses sociétés enfin de sociétés en croissance en tout cas. Donc j'ai continué sur le DSCG. Le S, c'est pas sport, hein, c'est diplôme supérieur. Et j'ai quand même continué là-dessus. Je l'ai fait à Montpellier. J'ai beaucoup apprécié de partir là-bas en métropole. Donc bah, c'était mon expatriation, ma première. Et suite à ça, j'ai continué en travaillant à Paris. Puis j'ai travaillé à Lyon où j'ai fait ce qu'on appelle le stage d'expert comptable, au même titre que les avocats ou même des internes en médecine. Ça, c'était une période donc, qui a commencé en 2015-16, oui, en tout début 2016, et en fait pour laquelle ben, j'ai travaillé jusqu'à fin 2018 à Lyon, et après une petite expérience à Paris, et fin 2018, là, enfin vers mi-fin 2018, je me suis motivé à retenter une expérience pour m'expatrier. J'en avais eu deux tentatives bah, qui n'avaient pas abouti euh, au- dans mon cursus étudiant et puis ben, dans le début de mon expérience professionnelle. C'est dur d'exporter son inexpérience. C'est une phrase qui m'a fait beaucoup de mal à l'entendre et qui a nécessité un temps de digestion. Et donc, il était nécessaire de créer une expérience. Et là, novembre 2018, l'apothéose. C'est là où j'arrive à m'expatrier, à m'extirper d'un cabinet comptable tradi en métropole et d'embarquer mes petites valises de connaissances avec moi et d'arriver à Hong Kong, où là, j'ai débarqué dans une boîte, un groupe qui avait un fonds d'investissement sur leurs épaules et qui était un groupe hongkongais dirigé par des Français. Et le but, alors je vous reprends la phrase de Kaf Malbar, rack partout, parce que quand il y a un fonds d'investissement, ils ont 5 ans pour multiplier par 5 leur EBITDA, c'est-à-dire leur croissance, en gros. Et donc, j'ai rapidement travaillé sur ce qu'on appelle les fusions et acquisitions. Et donc, acheter des boîtes partout dans le monde, trouver des bonnes opportunités
et l'évaluer financièrement, et une fois que c'est fait, l'intégrer dans le groupe. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette dernière étape, et aujourd'hui, je travaille sur cette deuxième étape d'évaluer. Et mon retour à La Réunion, il s'est fait début 2022, en accord avec le staff de Hong Kong, parce que le groupe familial prenait de l'ampleur, mais n'avait pas la structure qu'il méritait. Et étant moi actionnaire de ce groupe, ben, je leur ai expliqué que j'avais ce besoin de rentrer au pays et de mettre la main à la pâte, comme l'ont fait mes frères, comme l'ont fait mes parents. Et c'est pour ça qu'en depuis 2022, je suis rebasé à La Réunion, mais avec énormément de voyages à l'étranger, que ce soit personnel ou professionnel. Donc je peux vous dire que la carte à miles, elle chauffe, hein, elle chauffe, elle chauffe. Mais bon, je suis pas en business. J'ai du mal à gérer mon truc là. Voilà pourquoi je suis encore à La Réunion et que bah, des fois, quand on m'appelle, je dis appelle-moi sur WhatsApp, je suis pas là, je suis dans un autre pays. Et c'est quelque chose que j'adore. Et donc, bah, nous y voici aujourd'hui en mai 2024, où là, je suis partagé entre La Réunion, Mayotte, où on est implanté, et toujours des attaches avec Hong Kong sur une partie professionnelle. Pas beaucoup de déplacements géographiques, mais ça va venir. Et puis, bah, une volonté de s'étendre internationalement. Il y a cette phrase-là que tu as dit, Benjamin, c'est difficile d'expatrier son inexpérience. C'est ça que tu as dit, c'est ça? Exactement, ouais. Donc après, tu as eu, t'as eu cette période riche dans ce fonds, à gérer le fonds d'investissement là, à Hong Kong, et puis tu rentres à La Réunion pour venir aider, donc notamment le groupe familial. Là, tout de suite, moi, j'aurais un peu justement, tu vois, dans ton portrait créole, tu disais un extrême et son opposé. Alors, c'est difficile d'expatrier son inexpérience, mais est-ce que c'est facile de rapatrier son expérience à La Réunion? Et ben, Franck, ben, merci de poser la question. Parce que non, c'est pas facile du tout. C'est décorrélé. On a pris le pli sur des standards et dans technique, j'entends. Et aussi, on a pris le pli sur une nouvelle culture. Et alors, je suis pas un grand lecteur d'ouvrages, notamment sur l'anthropologie, mais il faut savoir que la Réunion est hyper riche, mais aussi hyper complexe en termes de relations sociales. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse en disant que moi, c'est ce qui m'a permis d'évoluer professionnellement. Quand on rachète des sociétés et que ben, on peut croire que le financier, c'est le grand méchant loup de la boîte qui va se comporter à la hongkongaise et qui va intégrer la boîte rapidement. Bah, pas du tout. Quand on a comment dire, cette finesse, cette sensibilité culturelle, ce qui est ben, qu'on est confronté à beaucoup de religions, de cultures, bah, c'est tout de suite beaucoup plus facile le contact humain. Par contre, quand on le fait dans le sens inverse et qu'on a perdu un peu de cette notion humaine, bah, ça passe pas. Donc ça peut être trop rapide, trop intense, ou au contraire trop opaque, pas assez transparent. Et aussi, sur les compétences techniques, bah, ça dépend de la taille des sociétés. Là, on parle d'aujourd'hui d'une partie société privée. Eh bien, des fois, on veut avoir des standards de groupe qu'on veut appliquer à des petites entreprises. Il n'y a pas forcément un marché en face. Il y a une bonne volonté de le faire, mais la maturité, ça consiste à proposer une évolution et pas imposer une mise à niveau. Et ça a été un apprentissage, je dirais, de 2 ans pour moi à me recalibrer sur le marché local. Ok, ça marche. Et dernière petite question pour un peu contextualiser, et puis après, je laisserai Clément te poser toutes les questions aussi. Donc aujourd'hui, à La Réunion, donc tu as des activités dans le groupe familial, spécialisé dans la location de voitures et de véhicules. Tu as toi aussi ta propre boîte, si j'ai bien compris. Comment aujourd'hui ton temps et ton énergie se répartit, tu vois, on va dire au quotidien, sur ces différentes activités pour qu'on Oui, puisse comprendre bien ton quotidien c'est, d'entrepreneur. c'est, c'est vrai que c'est assez particulier et il y a bien une raison à ça, c'est que il faut pas qu'on considère juste Vine Location comme une entité et ce que je fais à côté, notamment un cabinet qui s'appelle Vine Expertise, comme une entité à part. La chose, c'est que une de mes missions est de créer le groupe Vine. Et donc, comme on connaît pour les Antillais le groupe Bernard Ayotte ou le groupe Ravat Caillé quand on est plutôt sur la partie océan Indien, bah moi j'ai cette mission
et cette ambition d'ailleurs de créer le groupe Vine et que ces 4 lettres-là soient vraiment gravées dans le paysage économique local et international. Le local, c'est une nécessité et international, c'est une ambition. En soi, j'utilise mon diplôme d'expertise comptable que j'ai passé pour créer une nouvelle branche d'activité. Et ce sont nos cousins mauriciens qui m'ont vraiment conforté dans cette possibilité de créer ce qu'on appelle un conglomérat d'entreprises. Et au final, c'est bien ce qu'on voit partout ailleurs, hein. Il y a bien des groupes qui ont des branches hôtelières, de grande distribution et de vente automobile. Alors, de faire la connexion entre la boîte de petits pois qui est vendue au rayon discount et la chambre à 600 balles la nuit, et de dire que c'est potentiellement géré par les mêmes personnes, c'est un peu chaud à comprendre. Eh bien, je peux comprendre que tu n'aies pas compris quand on arrive sur la partie de groupe de société. Et ça va être mon rôle, en fait, de créer, d'expliquer la branche mobilité, qui sera un peu la branche jaune dans nos couleurs et nos logos, et la branche bleue que je suis en train de développer sous le nom Vine Expertise, et qui concerne de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes, des services de gestion également aux entreprises, des audits, et une partie un peu plus technique. Je suis même en train de me dire, est-ce que Vine, ça va pas devenir un acronyme, le W représentant un peu le wheels, donc la partie roulante, et le E pour l'expertise. Voilà, les idées sont bien nombreuses et au final, les journées sont bien remplies. Écoute, Benjamin, moi déjà, je vais te remercier déjà pour cette intro parce que c'est très complet et moi, ça me donne envie d'aller creuser sur pas mal de sujets. Déjà, je trouve que, tu vois, tu représentes bien un peu cette génération, réunionnaise là qui bouillonne, qui a envie de faire plein de choses, qui a cette ambition tout en étant resté, très ancré, localement, tu vois? Je trouve qu'il y a un peu cette dualité là qu'on j'ai l'impression que c'est quand même générationnel parce que je vois ça beaucoup parmi tu vois, les Réunionnais qui sont partis, ils ont fait un long cursus d'études et ils ont envie de ramener ces compétences-là localement et en même temps briser les plafonds de verre. C'est vraiment quelque chose qu'on aime bien rappeler dans le podcast. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça qui t'anime. Euh, Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, tu vois, qu'on rentre un peu dans le concret, dans le détail, dans l'opérationnel, là, de tes activités sur la partie automobile, parce que tu as quand même une casquette de financier sur cette partie-là. Mais qu'est-ce que tu y fais, tu vois, de manière un peu concrète et aussi sur tes autres activités. Et j'aimerais aussi qu'on touche du doigt, parce que ça, c'est des éléments qu'on n'a pas encore à ce stade, en tout cas que nos auditeurs n'ont pas, c'est qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le groupe Vine, c'est tu vois combien de personnes, combien de collaborateurs, combien de tu vois de CA générés pour qu'on puisse déjà toucher du doigt de quoi on est en train de parler. Ouais, bien sûr. Ben, en clair, il faut bien schématiser un peu la situation en se disant dans quoi je me suis empêtré. Je me suis empêtré dans déjà le groupement de sociétés familiales autour de Vine Location, donc sur la partie mobilité et automobile, où là-dessus, quand je suis parti de Hong Kong, je suis rentré dans le groupe Vine en tant que DAF, et donc moi je m'occupe de tout le pool gestion. On a décidé de séparer avec mon frère qui est directeur général, où lui prend la partie exploitation et commerciale, donc qui prend la partie opérationnelle, marketing, sales et IT qui est très lié hein, quand on fait du e-commerce sur la location de voitures. Donc il a le pool exploitation et moi j'ai le pool gestion qui comprend la comptabilité et finance, la partie administrative, juridique et RH notamment. Donc, ce job-là, je l'ai développé comme si c'était un CDI, hein. C'est une mission, mais c'est comme si c'était un CDI, où au final, ça me prenait une majeure partie de mon temps, et notamment sur 2022-2023. Et donc, ici, ces journées, elles étaient décomposées entre faire des weekly avec les équipes, remettre à jour la comptabilité, requinquer la boîte sur la partie conformité fiscale et sociale, et apporter du chiffre, notamment sur des notions qui en gestion n'étaient pas considérées. Le recouvrement, qui est vraiment un fléau dans les dom-toms, ça je le dis en interne dans mon groupe et en externe pour mes clients. Je prends aussi la considération dans les boîtes familiales, on est souvent en sous-effectif parce que il y a un lien fort qui se crée avec les gens, mais au final, on ne sait pas si on est en train de planter des graines ou si on est en train de presser le citron pour avoir un jus, tu vois. Donc, on se perd un petit peu dans cette idée-là.
Donc moi, j'ai voulu apporter ma patte de staffer, voire de surstaffer, et, euh, et notamment cette partie de préparation à la restructuration d'un groupe, donc ce qu'on appelle le structuring, et qui consiste en fait à mettre d'équerre toutes les sociétés, à savoir qui doit combien à qui pour créer des conventions, et ce qui fait que on a une bonne visibilité comptable et opérationnelle sur la boîte. Et puis, vu que je suis associé également, je partais sur d'autres périmètres, style faire des événements marketing, promouvoir la boîte, challenger un petit peu l'image de marque de la société, essayer de trouver des solutions. J'ai également fait des recrutements hors réunion pour avoir des nouvelles cultures et puis des nouveaux fuseaux horaires. Donc ça, c'est ma partie DAF, c'est mon premier socle. J'ai un deuxième socle dont on n'a pas encore parlé, qui est une boîte qui s'appelle W66 Capital. Et en fait, cette boîte, je l'ai créée juste avant de partir de Hong Kong. Parce que c'est une boîte qui est domiciliée à Hong Kong et qui m'a permis de rester en contact avec mon ancien employeur. Et là, j'ai développé une expérience M&A, donc fusion-acquisition, où je suis conseiller, moi, je suis consultant et je m'entoure d'autres consultants au niveau mondial quand il y a une acquisition qui va être faite par ce groupe et depuis par d'autres clients qui veulent investir quelque part dans le monde. Ça peut être à La Réunion, mais ça peut être, ou à Maurice, mais ça peut être ailleurs aussi. Et donc là-dessus, j'ai cette deuxième société. Ça, c'est une société où mon rythme de travail, c'est en dents de scie. Il y a un projet ou il n'y a pas de projet. Donc, à moi de moduler avec mon équipe de Vine Location, mon premier socle, de savoir quand est-ce que je peux me libérer pour prendre en charge la mission et qu'on assure le suivi. Le troisième, parce que vous savez bien qu'une voiture, il y a quatre roues, donc là, j'en suis qu'à la troisième. Mon troisième moteur, c'est mon poumon en quelque sorte entrepreneurial, mais aussi technique, qui est Vine Expertise, donc qui est présenté en tout cas comme une filiale du groupe Vine, mais qui est créé en fait de toutes pièces autour de mon diplôme et de mes compétences, pour proposer un cabinet d'expertise comptable spécialisé sur l'océan Indien, dans un premier temps, donc le périmètre est assez large. Le but, c'est de répondre à un besoin criant des entreprises locales qui n'a pas, qui n'est pas bien suivi en termes de comptabilité, soit parce qu'ils n'ont pas eu le réflexe d'avoir un expert, soit parce que les experts avec qui ils sont passés sont débordés. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à un expert comptable, c'est qu'il ait c'est qu'il ait une ribambelle de clients, mais le problème c'est que les petits clients sont pas forcément bien traités. Et c'est là-dedans où on peut trouver les pépites des entrepreneurs, notamment dans les Outre-mer, qui ont une capacité de se développer, mais ils doivent être pris au sérieux par les gens avec qui ils bossent. Et la quatrième, qui est beaucoup plus classique, c'est un développement sur un parc immobilier. Donc, je suis un petit investisseur immobilier à titre personnel. Le groupe Vine, bien sûr, se développe en IMO. Donc, moi, je suis dans un apprentissage d'investissement immobilier. Ça fait que mes journées sont hyper chargées. Je ne vous cache pas que du fait que Vine Expertise s'est créé en janvier, j'y consacre à peu près la moitié, ouais, à peu près 20 ou 30 heures par semaine, mais j'ai aussi 20 ou 30 heures par semaine sur Vine Location, et le groupe Vine, et en plus plusieurs heures par semaine sur W106 Capital, plus une veille constante sur la partie immobilière. Donc là, les journées, elles sont chargées. Et je le dis sans langue de bois, c'est du 4h, 22h. Je me lève à 4h, je bosse jusqu'à 6, un sport, après je rebosse jusqu'au soir vers 20, 21h max, et ça repartit comme ça 5 à 6 jours par semaine. Et franchement, ça va bien. Je suis pas dans un lit d'hôpital, je pète la forme, et parce que les projets, ils m'intéressent et que j'ai vraiment l'impression d'apporter une valeur ajoutée, tant sur le point de vue familial que professionnel que entrepreneurial. On a en tout cas percé le mystère de ton emploi du temps au travers de cette question. C'est ça. Merci Benjamin. Effectivement, alors ça fait beaucoup d'activités. J'ai l'impression aussi que, tu vois, quand c'est vraiment un sujet là qu'on voit souvent, c'est quand tu es entrepreneur, en fait, tu es très passionné par tout ce que tu fais et finalement, le travail n'est plus vraiment un travail et même si, oui, ça reste un boulot, mais tu vois, la passion et le why est assez fort. Toi, tu vois, si tu dirais, si tu devrais décrire pourquoi tu fais tout ça, comment tu l'expliquerais? Euh, je pense que je l'expliquerai en commençant par le fait que l'ambition n'a pas de limite, clairement. L'ambition n'est pas une notion quantifiable. C'est très frustrant pour quelqu'un d'un métier du chiffre, pour lequel on veut tout mesurer et tout contrôler.
mais il y a des trucs comme ça au fond de nous qu'on est incapable de mesurer. Et au final, ben, quand on a la passion de ce qu'on fait, on se dit, ben, je vais le mesurer par le plafond, par le mur que je vais me manger. Et j'ai eu beaucoup de chance, je me suis pas mangé beaucoup de murs dans ma vie. Par contre, j'en ai grimpé des échelles. Et c'est cette chose-là où en fait, je veux vraiment voir jusqu'à où je peux aller. Pas en termes d'épuisement ou de travail ou de volumétrie, pas du tout, mais en termes de développement d'un groupe. Moi, je suis en admiration devant les groupes internationaux, de comment ils ont réussi à se construire. Vous imaginez bien que je suis allé à Hong Kong, où au final là-bas, j'étais personne, et j'ai vu ben, des gratte-ciel, des gens qui avaient réussi à créer des boîtes magnifiques. Et c'est pas des boîtes qui sont forcément centenaires. Euh, il y a beaucoup de boîtes qui sont parties de pas grand-chose. Et là-bas, il y a des Réunionnais à Hong Kong, hein, et ils bombardent. Et des gens d'ailleurs aussi. On a même un groupe Dom Tom plus Maurice qui est à Hong Kong, de certains expatriés, et on a des profils, mais tout à fait passionnants. Et donc, c'est un peu alimenté un pourquoi pas moi? Pourquoi pas réussir? Pourquoi pas essayer? Et à partir du moment où on a l'impression d'apporter quelque chose à quelqu'un, même si c'est minime, ben, je sais pas comment t'expliquer. Il y a un feu sacré qui se crée en se disant, bah, je dois partager ce que je sais et je dois l'alimenter. Donc, sans avoir la prétention d'être la flamme olympique, j'ai envie d'apporter un petit peu de chaleur humaine et un peu de compétence partout où je peux la semer et essayer d'embarquer des gens avec moi dans dans cette aventure entrepreneuriale. Parce que pour finir un peu ce laïus, c'est aussi né d'une frustration. Tu sais, on fait des études. Je suis parti d'un conseil où on m'a dit pour être chef d'entreprise, il faut faire des études de conseiller. Mais oh là là, la manière dont on nous présentait la comptabilité, c'était très réducteur. Et en fait, c'est dommage. C'est pour ça que je fais des interventions en école, parce que j'aimerais que les gens comprennent que utiliser la comptabilité, mais c'est la matière première de l'entrepreneuriat. C'est la capitalisation. Enfin, c'est vraiment un but d'investissement. Donc, je suis un peu là pour propager cette bonne parole à l'aspect de la formation ou de l'information, qu'elle soit bénévole ou rémunérée, on s'en fout. C'est de faire comprendre que chacun a sa matière première, et en fait, ça peut être la source bah, de la création de valeur. Et ce qui ringardise un petit peu le salariat, j'avoue, mais j'essaie d'évoluer avec mon temps et j'essaie d'expliquer ben, cette énergie et cette force de frappe par notamment toutes ces raisons-là. Et là où tu as 120 000% raison, et c'est vrai que c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est que tu vois, la finance, en fait, c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat. Et on avait reçu Thomas Carrère et Bruno Denmont, c'était pendant la saison 2, qui avaient monté une agence qui s'appelait l'agence du simple double, donc une agence de marketing. Et on avait fait avec eux, c'est un post-mortem de pourquoi ils avaient arrêté cette agence qui était, tu vois, qui avait le vent en poupe, qui commercialement fonctionnait bien, etc. Et en fait, la réponse était très simple. Ils nous ont dit que ils ont fait des erreurs de gestion financière qui ont conduit finalement à cet arrêt de la boîte. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup quand on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de commerce, de marketing, de vision, etc. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des bases solides et tu fais bien de le rappeler. Euh, Est-ce que tu peux juste me donner quelques éléments pour qu'on voit la répartition là sur ces quatre roues de la voiture? Tu vois, en termes de volume, qu'est-ce que ça représente? Salut, c'est Anthony. Je me permets de t'interrompre un instant dans ce podcast pour te parler de quelque chose, c'est la communauté des entrepreneurs d'outre-mer. La communauté, ou encore la commu, c'est un groupe d'entraide entre entrepreneurs qui sont basés en outre-mer ou issus de la diaspora ultramarine. Dans cette communauté, nous avons actuellement des personnes issues de la tech, de l'immobilier ou encore du social, mais aussi avec différentes maturités dans l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est simple, c'est de se tirer les uns les autres vers le haut. Avec quoi? Avec un groupe Discord où on peut échanger tous les jours. Il y a un Digital Cowork pour rencontrer des personnes et pour pouvoir échanger avec des membres pour trouver du soutien dans nos projets.
On a aussi des ressources exclusives réservées aux membres et aussi des événements sur mesure pour t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Que tu sois débutant ou expérimenté dans ton domaine, que tu sois à La Réunion, aux Antilles ou en métropole, tu es le ou la bienvenue. Tu retrouveras toutes les informations utiles dans le lien en description de cet épisode. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de te répondre. Maintenant, on reprend le podcast. Tu veux que je te fasse marrer? Vas-y. Alors, certes, on est sur un podcast, donc forcément, il n'y a pas comment dire, d'image qui est filmée par rapport à ça. Mais bon, figure-toi que là, j'ai en face de moi un schéma, donc je crois que j'ai pas le bouton de partage d'écran, mais c'est pas grave. Quand j'ai expliqué à des étudiants au lycée Belle-Pierre comment ça se tourne, là, j'ai en face de moi, tu vois, une sorte de camembert un peu, où c'est un peu 60% de mon temps, je suis DAF et associé sur notre groupe familial. Je l'ai vraiment tourné dans un sens de blague, hein. 40% du temps sur Vine Expertise, et après, le camembert, il tourne en escargot, tu sais, en disant, il n'y a plus de place, il faut un peu plus. Et après, c'est marqué conseil financier sur W106 Capital, où ça prend 10-15% de mon temps, et 10% de mon temps sur l'investissement immobilier. Tu vois, donc au final, je suis parti sur une roue à 150%, et c'est comme ça que je le fais. Donc c'est plus pour l'instant sur le groupe Vine et Vine Location. Et Vine Expertise est en train de prendre du galon et j'essaie de monter une équipe qui peut me permettre de stabiliser sur le temps. Et quand je vais fusionner le tout, ça va me donner tout simplement une gestion de groupe Vine avec les différentes branches d'activité. Et là, sur ces différents pôles, en termes, par exemple, de personnes que vous êtes, c'est quoi? Par exemple, Vine Location, aujourd'hui, c'est combien de Ah personnes? oui, c'est vrai, pardon, tu m'avais demandé les chiffres. C'est vrai que sur le groupe Vine, incluant Vine Location, on est sur 65 personnes réparties entre La Réunion et Mayotte pour un chiffre d'affaires de 13,2 millions pour 2023. Vous voyez, hein, vous parlez avec un expert comptable, le mec, il vous met les virgules tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, Je suis même déçu qu'il n'ait pas mis de dire 13,23, hein. ouais, c'est ça. Et, euh, et en soi, ce qui est important aussi quand on est sur la mobilité, c'est de connaître le parc. Et nous, on a un parc de véhicules qui est flottant, enfin, qui est entre 1300 et 1500 véhicules. Ça dépend des véhicules qui sortent en occasion ou le stock de véhicules qui arrive, mais on est entre 1003 et 1005. Pourquoi il y a autant de véhicules? Parce que il y a un bon 60%, voire deux tiers, qui part en location longue durée, en leasing. Donc, c'est des véhicules qu'on ne voit pas au final. Et c'est des véhicules que vous n'arriverez pas, enfin, vous, consommateurs, je parle, ou gens qui se baladent dans la rue, vous ne pourrez pas savoir que ce véhicule nous appartient parce qu'il n'est pas floqué vers une location et qu'en soi, c'est qu'un mode de financement. Mais voilà, ça nous donne une flotte assez conséquente de voitures, d'engins, d'utilitaires et même des trottinettes électriques. Excellent. Et attends, puisqu'on est sur ce détail de la flotte, sur cette Ouais. activité sur Vine Location, vous êtes B2B, B2C, c'est ce que je comprends. Ouais, En on est termes de quoi sur les deux éléments, ça penche plutôt de quel côté? Ça penche plutôt sur le B2B. On est une entreprise qui est vachement ancrée dans le paysage, tant à La Réunion qu'à Mayotte. Alors que Mayotte, on n'a que 2 ans un bout d'ancienneté. Puis la mayonnaise, elle a pris, quoi. Donc on est plutôt sur du B2B si on prend vraiment toute la partie mobilité du groupe Vine. Après, si on se focalise que sur Vine Location, qui est la location en courte durée, là, l'étau se resserre. Mais on a, ouais, je dirais peut-être 55% du particulier, 45% du pro en volume de business. Et c'est pas que des touristes, hein. Dans les particuliers, il y a aussi des gens qui tombent en panne avec leur voiture. L'assurance, elle prend en charge quelques jours. Après, ils demandent de sélectionner un loueur. Et puis bon, voilà, on espère que les mecs voient jaune dans leur tête et que du coup, ils pensent à nous pour louer leur voiture. Voilà comment ça se présente un petit peu sur la typologie de clientèle. Ok, ok, trop cool. Du coup, si je restep, je prends pas je rentre pas dans le gouffre parce que j'ai encore plein de questions là-dessus, mais Vas-y. juste pour refaire une marche arrière sur la Ouais, ouais, vision globale. Donc là, ouais. sur Wine Location, donc on est plutôt sur 13 millions avec une soixantaine de collaborateurs, et sur les autres pôles. Après, alors plus exactement, c'est toute la partie mobilité qui fait 13 millions de chiffres. Et en fait, dans ce pôle de mobilité, il y a plusieurs sociétés. Vous connaissez Vine Location, mais il y a Vine Lease qui fait le leasing. Il y a Vine Pro qui fait de la location d'engins pro
Donc ça peut être des tracteurs roulants, des poids lourds et autres, et des engins de chantier. Et la société VineTP qui fait de la location de ces engins-là, mais avec un opérateur. Donc on a déjà, et je rajoute en plus une marque qui est sous une société qui est Vine Occasion, qui vend des véhicules d'occasion. Donc la somme de tout ça fait 13,2 millions. Après, on a une répartition un peu kiff-kiff. Non, on a quand même presque 2 tiers sur la partie location en courte durée. Et après, c'est 1 tiers pour le reste, leasing et engins professionnels. Et Vine Expertise, ben, le petit nouveau qui arrive, qui a commencé en janvier 2024, n'a pas encore fait un tour de cadran, donc n'a pas un chiffre d'affaires Ouais, à d'accord. déclarer. Mais en tout cas, je peux vous dire la tendance qui est bonne, hein. On a commencé, la boîte a été créée en janvier, le premier collaborateur en février. Puis là, au bout de 3 mois d'activité, on a déjà enregistré 25 clients. Et il y en a encore 20 autres qui sont dans le pipe, c'est-à-dire qui sont en attente qu'on fasse un rendez-vous ou qu'on trouve au moins une vraie solution à leurs problèmes pour concrétiser une lettre de mission. Puis on va Mhm. peut-être finaliser avec un atterrissage ce sera entre 100 et 120 k pour la première année, avec très Mhm. peu de collaborateurs, ce qui est vraiment très prometteur, hein, sachant que les taux de marge dans l'expertise comptable sont pas pareils. Enfin, l'EBITDA d'un cabinet n'est pas le même que de la revente ou de la location de voitures. Donc, Mhm. franchement, on est sur une très bonne base là-dessus. Et Hong Kong, c'est Ok. confidentiel. Ouais, Voilà. non, mais en fait, moi, ce que je voulais vraiment que les gens comprennent, c'est quoi l'ampleur du groupe parce que tu vois, tu es là avec nous, Benjamin, tu blagues, tu Ouais, es très accessible, etc. Et c'est tout à ton honneur, mais je veux bien qu'on se dise là, tu as vraiment pris 2 heures là pour discuter avec nous dans un vrai emploi du temps qui est hyper chargé. Et ce que ouais. tu fais, ça a un très gros impact, tu vois. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent. Et c'est important de le redire et bravo pour ça. Et moi, j'ai envie de encore tirer un peu Allons, la allons, allons. pelote là, tu es sur des marchés concurrentiels, d'accord? Tu vois, sur la location de voiture, il y a beaucoup de monde. Sur l'expertise comptable, il y a aussi beaucoup de monde. Peut-être Ouais. sur moins la partie acquisition, etc. Toi, c'est quoi un peu les stratégies que vous avez imaginées, alors sans dévoiler des choses confidentielles, mais dans les grandes lignes, autour peut-être du branding? On vous voit de Ouais. plus en plus. Ça, Ouais. j'ai l'impression que c'est quand même une force que vous avez, mais j'ai l'impression que tu veux encore aller plus loin parce qu'on s'est croisés dans des événements autour de l'entrepreneuriat. Je te vois aussi partager des choses sur LinkedIn et ça. Donc, j'imagine que tout ça, c'est pas complètement par hasard. Et moi, moi, je suis un geek, hein, je te l'ai dit en intro. J'aimerais savoir un petit peu aussi autour de l'IT. Pourquoi? Parce que Ouais. moi, j'ai l'impression que tu vois, dans les DOM, en tout cas, moi, quand j'approche le marché réunionnais, j'ai l'impression que l'IT est vu un peu comme un centre de coût, beaucoup encore. Et j'aimerais voilà, avoir ton avis sur ces deux éléments. Donc, le branding et plutôt la partie digitale, comment tu vois ces deux éléments-là? Ça marche. Et si tu l'accordes, je vais rajouter un troisième point qui est aussi peut-être la considération concurrentielle, parce que Bien ça sûr. répond, in fine, ça répond à ces points-là. Pour commencer sur la partie branding, je la vois d'une manière, pour moi, c'est une évidence que sur un marché insulaire, on a des limites géographiques. Ça veut dire que vous prenez une bagnole, vous la louez en Picardie ou même en Île-de-France, elle va faire un point A, un point B. Vous prenez une bagnole, vous la louez dans une île, elle va faire des tours. Donc elle va revenir sur son chemin. Donc techniquement, elle sera vue plus souvent que, un véhicule qui se trouve sur une grande étendue de territoire. Ça, c'est un gros avantage qui veut dire quoi? Qui veut dire que pour les sociétés qui sont dans les DOM, qu'elles soient dans la location ou pas, floquez vos voitures. Parce que votre marque, on les voit beaucoup plus souvent. La même bagnole, on va la croiser plusieurs fois dans la journée. D'où l'intérêt du branding et d'où l'intérêt d'avoir mis, nous, cette pastille jaune à l'avant au niveau du pare-brise et à l'arrière au même positionnement. Vous allez voir, c'est drôle, au même positionnement qu'on met le A pour les jeunes conducteurs. C'est fait exprès. C'est de se dire, ah, c'est un jeune, ah bah non, c'est un client de chez Vine. Et c'est comme ça que ça marche. Donc après, sur la partie digitale, et donc là, je vais glisser un petit peu sur l'IT. Glisser une marque, c'est pas facile. En tout cas, je dirais qu'on sait pas forcément bien le faire de glisser une marque ou une image. Par contre, il y a un truc qu'on sait faire, c'est faire du partenariat. Et le partenariat d'image, c'est par exemple de faire un bon prix sur une voiture, même parfois une gratuité, en échange d'une bonne image. Parce que quand on fait un festival de musique et qu'on positionne une bagnole aller à 20-30 mètres d'une scène, ou d'un parc de golf, ou d'une foire d'exposition,
bah, au final, les gens ils s'en souviennent. Et c'est l'addition de de ce différent branding physique qui fait, et qui au final est relayé sur des réseaux, donc qui devient digital, qui fait que c'est une contextualisation de la brand dans différentes images. Et quoi de mieux pour nous d'avoir un véhicule pris en photo ou qui roule dans un paysage connu, Réunion, Mayotte notamment, où en final on voit notre marque en action plutôt que un visuel qui est préparé et qui est poussé sur les réseaux. Ce qui m'emmène sur l'IT est de dire que effectivement l'IT, à mon avis, n'est pas perçu comme un centre de profit. Et moi, je me permets d'apporter une notion comptable et financière là-dessus. C'est parce que l'IT n'est pas immobilisé, parce que c'est souvent considéré comme une charge au lieu d'être considéré comme une IMO incorporelle. Et de ce fait, on a peur que ça impacte trop le résultat sur l'année. Or, si on considère, je parle en tant que DAF, hein, et bien sûr d'expert, mais si on considère que l'IT devienne ce qu'on appelle un CAPEX en anglais, donc une dépense d'immobilisation, qu'on étale ce coût sur plusieurs années, ce qui pourrait aussi donner l'idée d'étaler la facturation ou le paiement sur au moins plusieurs mois, et qu'on essaie d'additionner à ça cette revalorisation de la partie digitale et informatique déjà dans des lignes de crédit, puisque les banques peuvent le prendre en charge. Donc bon, certes, on paye 5% d'intérêt, mais de nos jours, j'ai l'impression qu'on n'est plus à ça près. Et deuxièmement, le considérer comme une dépense non récurrente. On le paye une fois et on en bénéficie toute sa vie. Donc, j'ai presque envie de retourner la question aux professionnels du digital et de l'IT en se disant, ouais, mais comment vous le vendez aussi? Est-ce que vous le vendez comme quelque chose qu'il faut maintenir et il faut biberonner ce produit pendant X time, ou au final, on arrive à avoir quelque chose de fini sur lequel on peut capitaliser dessus? Et ça, j'aimerais bien avoir votre point de vue à tous les deux là-dessus. Et je vais terminer sur le troisième point qui est la partie concurrente en frontal. Moi, j'ai pris le choix, enfin, et on m'a demandé de le faire. Il se trouve que je suis président de la branche loueur du syndicat de l'importation et du commerce à La Réunion. Bah, ça fait que j'échange avec les concurrents une fois tous les 2 mois. Et là, je prends mon expérience d'expert comptable où, en tant qu'expert comptable, on n'est pas concurrent, on est confrère. Ça veut dire qu'on ne se tire pas la bourre, on se donne des conseils pour éviter de se mettre dans la mouise. Et ça, c'est le discours que j'ai proposé aux autres loueurs, aux grands loueurs, on va dire ça, de la place pour être élu, c'est de se dire que je veux partager des compétences avec eux et je veux qu'ils en partagent avec moi. Ça peut être sur le recouvrement, ça peut être sur les géolocalisations des véhicules. Ça peut être sur le partage de coûts pour des logiciels informatiques. Voilà, bon, donc deuxième rebond à ce que tu dis. Et c'est un peu candide peut-être comme démarche, mais elle a été bien acceptée en tout cas. Donc voilà, je te redonne le micro pour avoir ton avis là-dessus. Ouais, alors c'est une première dans le podcast, c'est la première fois qu'on me pose des questions. Mais non, mais alors sur les considérations, plus comptables, tu vois, je vais pas m'empêtrer dans quelque chose, où je vais de toute façon, parler de choses que je ne maîtrise pas. Donc je m'abstiendrai de répondre sur cette partie-là. Par contre, sur la partie vision du digital, comme, quelque chose qui va te permettre de délivrer, une meilleure relation client, te permettre, de délivrer un service plus rapide, d'avoir, tu vois, la capacité à recruter quelqu'un en beaucoup plus de temps que tu peux le faire parce que tu vas automatiser, parce que quand une personne... Parce que finalement, tu vois, je pense que les enjeux, ils sont métiers. Et là où tu as raison, c'est vrai que, tu vois, on parle beaucoup sur l'informatique. Déjà, le mot informatique, je ne l'aime pas, mais on parle beaucoup de, OK, on va à un serveur, on a besoin du réseau, on a besoin d'un logiciel. Alors que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est quand tu loues une voiture et que je sais pas, tu as un sinistre, ce que tu veux dans ta situation de stress, c'est que quand tu contactes quelqu'un, tu as une réponse directement et que automatiquement, en 2 clics, la personne qui est au bout du fil, elle a envoyé quelqu'un pour te dépanner. Ce Ouais. que tu veux, c'est que tu veux savoir à un instant T, si tu veux louer une voiture en tant que professionnel ou particulier de telle date à telle date, tu veux savoir si elle est dispo, combien ça va te coûter, etc. Et quand tu veux, et quand ta location est terminée, tu veux que ta facture elle soit automatiquement générée pour que tu puisses l'envoyer à ta compta pour faire une note de frais. Et tu vois, pour moi, le sujet, il est plus là, il est plus métier de dire comment tu vas proposer des services beaucoup plus efficaces
Mm. pour te démarquer, pour entrer dans l'esprit des gens, etc. Et tu vois, on a plein de modèles de ça. Alors, peut-être pas forcément à La Réunion, en tout cas moi que je ne connais pas forcément à La Réunion, mais de plus en plus, on est dans ces sujets-là de le digital et l'IT au service du service client, du métier, du commerce, etc. Et j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à faire ce pas-là. Et je te remercie pour la remarque que tu fais parce que tu as raison. Je pense que c'est aussi notre job, et là je prends ma casquette de professionnel de l'IT, c'est aussi notre job de porter ces messages-là et d'arrêter de dire on est des geeks et on va faire des logiciels qui ne vont pas vous servir, mais plutôt de dire ok, c'est quoi vos enjeux métiers, on va y répondre. Et il y a des choses qu'on sait faire, parce que l'informatique, ce n'est pas non plus magique. Il y a des choses qu'on sait faire, des choses qu'on ne sait pas faire. Il y a des choses qu'on sait faire rapidement. Il y a des projets, tu vois, qui ne nécessitent pas de faire 800 jours de dev. Et il y en a qui, effectivement, le nécessitent. Et je pense qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village sur tout ça. Parce que, tu vois, un petit peu comme moi, des fois, quand je vais chez le garagiste et qu'il me dit attention, là, il faut tout changer parce que tout est cassé. Et en fait, il profite un petit peu du fait que je ne comprenne pas le truc. Ouais. Nous, notre job aussi, c'est de se dire non. En fait, il y a des choses, c'est pas compliqué. Il suffit juste qu'on les explique et il faut aligner, tu vois, les enjeux métiers et l'IT. Ouais. J'étais un peu long, mais comme tu m'as tendu la perche, Non, mais j'ai tu as bien fait. Et moi, ça permet aussi de la ressaisir la perche en se disant qu'est-ce qui fait qu'un groupe comme le groupe Vine, par exemple, mettrait vraiment un gros cacheton pour un développement informatique. Et on en a besoin, hein. Et les autres loueurs, ayant ce poste de président des loueurs, je peux vous le dire, on en a vraiment besoin. Eh ben, c'est celui qui arrivera à choper un marché comme celui-ci, c'est celui qui déjà se fait proclamer ou s'autoproclame spécialiste, non pas d'une techno, mais spécialiste d'un secteur d'activité. Quelqu'un qui dit, moi je m'occupe de la restructuration informatique des offices notariaux ou des pharmaciens, je pense que rien qu'en le disant, que ce soit vrai ou pas, hein, ça, j'allais dire ça reste entre nous, mais c'est con, on est sur un podcast. Mais ça reste entre professionnels, voilà, de l'outre-mer, c'est déjà bien. Mais celui qui le dit, ou encore mieux, qui le fait, pour moi, c'est quelqu'un qui arrivera à obtenir un marché. Aujourd'hui, bientôt, je vais essayer de rentrer en contact avec un spécialiste de l'IT qui a déjà aidé deux loueurs avec une seule techno. Et franchement, c'est pas la meilleure des technos. Il a pris la brebis galeuse et il a organisé tout le petit pâturage autour pour se dire que, bon, au final, la boutique, elle fonctionne. Les informaticiens, les développeurs web ou marketing présentent plutôt leurs compétences dans la pluridisciplinarité. Et les cousins mauriciens, vous m'excuserez, mais on appelle ça un peu la méthode mauricienne, c'est-à-dire j'ai une carte de visite, mais j'ai 8 lignes, euh, plutôt que de montrer sa spécialisation, parce que les DOM ont changé. Les entreprises des DOM sont devenues des entreprises non plus généralistes, mais spécialistes. Et donc, on a besoin de s'entourer de spécialistes. Et au final, la techno, c'est pas grave en ce moment du fait de notre insularité. Mais ce qu'on a besoin, c'est plus d'une considération opérationnelle et professionnelle. Voilà, Ouais, et pour puis essayer d'apporter une orienter réponse. business également, parce qu'il faut comprendre aussi c'est quoi les enjeux, etc. Bon, Franck, je m'arrête là parce que ce podcast va se transformer en entretien de vente et c'est pas mon objectif. En vous écoutant, je repensais moi à mon expérience client. Par exemple, à chaque fois que je rentre à La Réunion et que j'ai une voiture à louer, eh ben, la location de voiture, ça reste une expérience parmi les plus faciles à faire à distance. Alors peut-être que c'est parce que la plupart des gros loueurs sont des issus de franchises nationales avec peut-être déjà un peu leur propre système de voilà de choisir son véhicule pour voir s'il est disponible, pour pouvoir le réserver, avec aussi une récupération qui est facilitée. Donc, ouais, je trouve que euh, dans le monde des choses qu'on peut faire en ligne à distance, la location de voiture reste quand même parmi les choses les plus simples et abouties à, Oui. à ce jour en Et, tout cas. et c'est et c'est quand même assez étonnant à quel point je suis en désaccord avec ce que tu viens de dire, parce que pour moi, il y a énormément de tâches qui mériteraient encore d'être simplifiées. Alors bien sûr, je parle d'un sujet très tabou dans les DOM qui est la location de la voiture sans agent, qui est vraiment ce qu'on appelle du drop and drive ou du pick and drive dans les véhicules. Voilà, ça n'existe pas. C'est un peu comme les pompistes dans les stations-service. Euh, on va pas lancer le sujet en disant est-ce qu'on a besoin, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est là sur le service. Je pense que la location de voiture, c'est pareil. Par contre, ça rend l'expérience plus longue. Et donc, quand on tombe sur un anglo-saxon qui n'est pas habitué à cette typologie un peu de temporalité dans le service, ça dénote.
Euh, et puis, il y a aussi sur l'aspect de la collecte de l'information. Un groupe comme le groupe Vine, nous, on a 33 000 lignes de clients qui n'ont jamais été, voilà, qui n'ont jamais été sollicités outre mesure. Donc, je pense qu'il y a la gestion aussi de la database qui est assez importante. Et cette database, en fait, permet de calculer des coûts. Donc, par exemple, le coût d'utilisation du véhicule, mais aussi permet de challenger sa base client. Il y a très peu de loueurs, voire peut-être pas, qui sont en mesure de le faire. Mais pour autant, il y a une notion dont vous n'avez pas parlé, messieurs, et qui est un vrai enjeu dans le métier de la location de voiture, c'est le yield management, donc le management de la capacité, qui consiste à faire évoluer ses prix en fonction de la disponibilité du parc et de la saisonnalité. Une plateforme qui relie, je dirais, le monde de Franck et le monde de Clément sur la partie géographique, c'est Rentil, qui est une plateforme en fait de comparateur de prix sur la location de la Ouais. voiture. Et c'est un gros sujet de se dire bien ou pas bien, mais en tout cas, ça répond à un besoin, qui est que le booking d'une voiture se fait rapidement. Après, obtenir la voiture opérationnellement quand on arrive à l'aéroport, ça peut être un peu plus long. Mais ces sites de comparateurs de voitures, certes, ça nous met dans le mal parce qu'au final, ça rabaisse le prix à vraiment un nivellement le plus bas. Et on est interdit dans l'interdiction d'avoir un dialogue franc avec les autres loueurs pour niveler le prix. Ça s'appelle un principe de cartel. Donc c'est interdit. Pour autant, tu vois, on se trouve, le digital est en train de prendre la main sur la partie sales, à savoir comment on est capable d'avoir un prix fair trade, alors que derrière, il y a une machinerie qui est en train de se lancer pour faire de la sous-enchère et d'avoir le prix le moins cher. C'est une vraie problématique qui touche les DOM et pour lequel nous, notre questionnement est en train de se dire, est-ce qu'on va sur une maximisation du nombre de véhicules ou est-ce qu'on va sur une gestion des coûts? Et ça nous emmerderait beaucoup de nuire en qualité de service parce que le client ne peut pas comprendre que derrière ce challenge par les coûts, il y a un impact sur les sociétés et sur les gens qui sont derrière. Ouais, ouais, c'est sûr. On voit en tout cas que plus on discute, plus on creuse, plus on arrive sur des détails, entre guillemets, qui représentent voilà, des vrais sujets par rapport aux ambitions que tu portes, que vous portez, toi et les membres de ta famille, là, pour ce groupe. Et on sent qu'on pourrait discuter encore très, très longtemps. Tu nous as déjà donné énormément d'informations. Là, on a vraiment une vision, je pense, un peu 360 et avec quelques détails et beaucoup de contexte sur le groupe Vine, sur toi, ce que tu fais, etc. Il y a quelque chose que tu as dit sur lequel j'aimerais revenir un petit peu, c'est tu disais à 15-16 ans, enfin, tu disais que voilà, à 7 ans, ton quotidien d'enfant, c'était de voir tes parents néo-entrepreneurs essayer de monter cette boîte. Tu disais aussi que dès l'âge de 15-16 ans, tu savais que tu voulais devenir chef d'entreprise. Et nous, la vocation de ce podcast, c'est de montrer que l'entrepreneuriat peut être une voie, notamment dans les Outre-mer. Et tu vois, on veut donner un peu des exemples d'inspiration, tout ça. Toi, on sent bien du coup que tu vois le modèle familial, la sphère familiale t'a beaucoup du coup inspiré. Est-ce que tu pourrais revenir du coup sur toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneur? Ce qui m'a donné envie en fait de partir en tout cas de travailler, d'étudier pour aller dans l'entrepreneuriat, c'est c'est la possibilité de concrétiser ses rêves et ses ambitions de développement, de voyage, ses ambitions sociales aussi, d'être bien entouré euh, par le travail. Alors c'est assez étonnant de se dire, des fois on a l'impression, et moi j'ai été beaucoup bercé dans cette illusion, je pense comme beaucoup dans notre génération, on est bercé dans l'illusion de se dire, celui qui travaille pas, c'est celui qui a le temps d'avoir énormément d'amis et de faire énormément de choses. Et moi j'aimerais profiter de ce podcast pour dire que moi je suis pas d'accord avec ça et je pense que c'est tout l'inverse. Celui qui travaille beaucoup, qui a la possibilité d'être très bien entouré, d'avoir énormément d'opportunités, d'avoir des relations solides, durables et saine. L'entrepreneuriat, la concurrence peut être malsaine, mais l'entrepreneuriat, c'est sain de manière générale. Et on est capable de co-entreprendre avec des gens qui sont à côté, qui soient du même secteur ou de différents secteurs.
et de sorte à ce qu'on puisse faire des trucs cool. Et moi, je l'ai vu parce que j'ai vu en fait dans ma famille un peu l'éclosion sociale et financière, bien sûr, mais sociale. Elle était beaucoup plus importante. Les gens étaient reconnaissants envers ce que mes parents, mais aussi tous les employés de notre société étaient capables de faire pour dépanner les gens. Ah, mais ça, c'est un bon gars, c'est une bonne société. Ah, il m'a bien dépanné, il m'a donné un coup de main. Et vous voyez ce genre de petites choses-là, c'était un peu c'est le freemium sans savoir que c'en était. C'était du freemium gentil. On donnait un coup de main aux gens et au final, on se rend compte qu'ils nous le rendent au double. Et si, comme moi, vous êtes dans cette logique de frisbee et de se dire que le frisbee va revenir vers nous au double ou au centuple, je vous garantis que par le travail, que ce soit en salariat ou en entrepreneuriat, ça marche. Et au final, on est trop content. Un petit exemple, j'ai un très bon ami à moi, un de mes meilleurs amis avec qui j'ai essayé de travailler aussi. Bon, voilà, on s'était fait des recommandations, etc. Et au final, il se rapproche de toi, Franck, il va habiter en Guadeloupe, et il me dit, un jour, t'inquiète pas, tu m'as aidé. Un jour, je t'oublierai pas. Si je vois des clients ou des choses comme ça en Guadeloupe, c'est toi que je recommanderais pour l'expertise comptable. Et si tu veux venir en Guadeloupe, tu viens quand tu veux. C'est quand même royal d'avoir un pote qui se dit, tu viens quand tu veux à l'autre bout de la planète. Et au final, tout ça, c'était parti d'une relation un peu de travail. Donc voilà les valeurs que j'ai envie de défendre pour l'entrepreneuriat, et c'est ce qui m'a donné envie de le faire depuis que je suis tout jeune. Et en tout cas, on sent qu'il y a vraiment voilà, les valeurs humaines au cœur de ce que tu fais, les relations, être au service, apporter de la valeur. J'ai bien aussi aimé quand Clément t'a posé la question du why, ta réponse qui disait l'ambition n'a pas de limite et l'ambition n'est pas quantifiable. J'ai trouvé ça très, à la fois très beau et très vrai. Merci pour tout ça. On arrive presque à la fin de l'épisode. Et de la même manière qu'on a l'habitude de le commencer avec un portrait créole, on le termine avec des questions rapides. Mais avant ça, est-ce qu'il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé aborder avant de terminer? Eh bien, je dirais au moins une chose. Je dirais une petite phrase qu'on m'a beaucoup enseignée, qui est: un véritable expert est un éternel apprenti. Et là-dessus, j'aimerais vraiment vous le dire parce que l'enseignement et la poursuite de la connaissance, c'est un truc ce qui marche, c'est un truc qui nous nourrit, et aussi un truc qui fait vendre. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, j'essaie de répandre un peu cette phrase partout, de la semer partout où je peux passer, parce que on a parfois tendance à l'oublier, et je trouve ça vraiment bien de continuer à se former, quel que soit son âge. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as déjà répondu à la question sans que j'ai eu à te la poser, donc Ah c'est non! parfait. Ah bah non, c'était pas le but. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, on s'adapte. Mais en fait, du coup, je t'emmène sur la fin de l'épisode. L'idée pour nous, c'est de te poser trois questions rapides à laquelle on te demande d'être assez concis. Donc peut-être que tu redonneras la même réponse et je te laisserai la liberté de le faire ou d'en choisir une autre. Ma première question, c'est, tu vois, toi, là, dans ton parcours qui est très riche, entrepreneurial, c'est quoi la plus grosse galère que tu aies connue et comment tu t'en es sorti? La plus grosse galère que j'ai connue, c'était au Brésil. J'étais en train de faire une intégration de boîtes, et au final, j'ai appliqué la méthode hongkongaise en plein milieu d'une boîte locale. Et en fait, il y a eu un gap culturel et je me suis pas du tout reconnu parce qu'on m'avait dit une phrase, vas-y au chausse-pied ou vas-y au forceps, mais fais le job. Et tu sais, tu as des phrases un peu hongkongaises qui étaient du style take your time, but make it fast, tu vois, qui te résonnaient en tête. Et ce concept un peu fast life m'avait causé une ou deux fois des défauts sur le plan personnel aussi. Heureusement que je suis bien entouré. Et donc, ouais, ça m'a quand même bien apporté des galères et des doutes. En fait, c'est les doutes sur moi-même et sur ma manière nette d'être. Personne n'a envie d'être un connard. Et cette remise en question, m'a pas permis d'avancer à ce moment-là. Et je suis très content, voilà, d'avoir pu éclairer un peu ces points, de se dire, quelle est la philosophie du travail. Ok. Deuxième question, c'est toi, tu vois, là, de tout ce que tu as fait, c'est quoi ta plus grosse fierté? Euh,
Eh ben, c'est pas professionnel, c'est personnel. Ma plus grosse fierté, c'est de m'être marié. Je me suis marié il y a un an. On a fêté donc notre noce de coton cette semaine. Et j'avais fait un post LinkedIn qui a énormément marché nationalement et un petit peu internationalement. J'ai écrit le mariage, la plus belle des entreprises. Et franchement, je le pense. Parce que se marier, ou en tout cas être en couple ou en union avec quelqu'un, c'est hyper puissant. Et ça donne une énergie d'enfer et ça donne une envie aussi de partage. Clairement, on a envie d'embarquer sa moitié dans notre projet, mais on a aussi envie que sa moitié a son projet à lui ou à elle, euh, de sorte à pouvoir le soutenir en retour. Donc, ouais, c'est ce qui m'anime un petit peu au quotidien, surtout quand je rentre la case. Ouais, on retrouve cette notion-là de base solide pour justement aller chercher plus loin dans la créativité. C'est marrant le parallèle entre le mariage et le bol renversé là qui, qui se connecte direct. Et, On dirait que madame, c'est l'œuf. Voilà. et ma dernière question pour toi, Benjamin, c'est toi, si tu avais un conseil à donner pour, tu vois, c'est quoi la qualité nécessaire à un bon entrepreneur, ça serait quoi? Euh, alors pour pas paraphraser ce que je disais tout à l'heure, j'en prendrais une phrase plus simple qui serait partir pour mieux revenir. Euh, je fais partie des gens qui pensent que c'est une bonne chose de sortir de l'endroit où on vit pour se confronter à autre chose et ensuite revenir. Et rien ne vous empêche de le faire sur une durée très très courte. Ça peut être un voyage scolaire, comme ça peut être une année de césure ou carrément une tranche de vie à l'étranger. Je suis un mordu de l'international, au cas où vous l'avez pas compris, mais du coup, je recommande cette expérience-là. La Réunion, c'est top, hein. Au niveau mondial, on le dit, ma femme et moi et quelques amis, on a fait vraiment une quinzaine de pays. Il n'y a pas un meilleur équilibre vie pro-perso pour un Français ou un francophone, en tout cas, que la Réunion. La Réunion, c'est The French Hawaii, c'est le top du top. Alors, bisous aux Antillais, je sais qu'aussi vous défendez votre paroisse, mais c'est vraiment bien. Et pour autant, pour s'en rendre compte, des fois, il faut battre carré un peu ailleurs. Ok, bah écoute, c'est bien noté et merci du conseil. On arrive à la fin de cet épisode. Encore un grand merci à toi, Benjamin, d'avoir pris du temps, de nous avoir donné plein de détails, plein de clés aussi d'apprentissage. C'est sûr que ça va aider beaucoup de monde. Vous êtes de plus en plus nombreux là, à nous écouter sur Spotify, Deezer, YouTube, à nous suivre aussi sur les réseaux. Merci à tous de suivre cette aventure. N'hésitez pas allez liker aussi l'épisode, allez mettre une note sur votre plateforme d'écoute parce que ça nous aide à avancer. Et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On mettra tous les liens de Benjamin, de ses entreprises, son lien aussi vers son profil LinkedIn en description de l'épisode. Et puis on vous dit à très bientôt et au plaisir pour un nouvel épisode. Merci pour tout et à bientôt. Salut à tous. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.